Bonjour à tous, merci d'assister à cette 10e session d'Eleneo Academy qui est consacrée à la valeur, enfin qui est consacrée à la flexibilité dans le système électrique. Alors c'est un sujet qui est un peu compliqué et on a donc décidé de couper, voilà, de consacrer alors au moins 2 séances, hein, à ce sujet. Ce qui veut dire que la séance d'aujourd'hui est une séance d'introduction voilà, qui vise un peu à poser le problème. Je passe vite, hein, donc je vous rappelle qu'on fait alors, une séance tous les mois ou toutes les 6 semaines. Le but, c'est voilà, de partager de la connaissance et des expériences dans le secteur de l'énergie et de la transition énergétique. On a jusqu'à présent pris la parole. Ce qu'on va faire l'année prochaine, c'est qu'on va continuer à prendre la parole, mais on va inviter des participants extérieurs pour essayer de diversifier les points de vue et de pouvoir traiter des sujets pour lesquels on n'a pas, nous, la compétence. Alors, ce sujet de la flexibilité, c'est un sujet qui est, alors, il est à la mode, mais il n'est pas à la mode sans raison. Je pense qu'il est à la mode parce que on comprend bien, et il y a un certain nombre d'événements qui l'illustrent d'ailleurs, que les systèmes électriques, alors européens, mais c'est vrai également en dehors d'Europe, vont avoir besoin dans les années qui viennent de davantage de flexibilité, alors, tant du côté de l'offre que du côté de la demande. Et quand je dis dans le futur, je pense à un futur relativement proche. Et puis deux, la flexibilité peut constituer un complément de revenu, alors constitue déjà et peut constituer un complément de revenu conséquent à la fois pour les consommateurs et pour les producteurs. Alors, on va s'engager dans un. On va pas faire un cours de physique, hein, on aurait aimé, hein, mais il aurait fallu qu'on fasse venir là un intervenant extérieur. Mais quelques rappels de physique hein, élémentaire pour, voilà, pour avoir en tête les quelques grandeurs et les quelques concepts nécessaires à la compréhension du sujet. La flexibilité, ça renvoie à la notion de stabilité des réseaux électriques. Alors, il y a mille et une façons d'aborder cette question. Pour le sujet qui nous intéresse, on va l'aborder de la manière suivante. La stabilité des réseaux électriques, ici, ça renvoie à la qualité de leur régulation. Et la régulation, c'est quoi? C'est un ensemble de dispositifs qui permet au réseau, partant d'une situation perturbée, de revenir progressivement, alors en pratique assez vite, hein, à un état d'équilibre ou de quasi-équilibre. D'accord? Donc, ça renvoie encore une fois à l'efficacité d'un certain nombre de mécanismes hein, qu'on appelle la régulation, et ces mécanismes, ce sont les moyens qui permettent hein, de maintenir proche de leur valeur de consigne, de grandeur essentielle pour les réseaux électriques, que sont la fréquence et la tension. Alors la fréquence, hein, c'est des hertz, hein, la tension, c'est des volts. Au-delà des dimensions et des unités, ce qu'il faut avoir en tête à ce stade, c'est que la fréquence, c'est une caractéristique globale. D'accord? Sur un réseau, la fréquence, elle est unique. Alors que la tension est quelque chose de plus local. Donc la fréquence, c'est quelque chose qui est une grandeur globale, hein, et on agit sur la fréquence en agissant à l'échelle globale sur les puissances actives. À l'inverse, la tension, quelque chose de plus local, et ce qui veut dire qu'elle peut différer en fait hein, entre différents points du réseau, et on agit en fait sur leur. Il faut quand même respecter les valeurs de consigne, bien sûr, mais il y a plus de souplesse, en quelque sorte, quand on parle de la tension, et on agit sur la tension en augmentant ou en diminuant les puissances réactives à l'échelle locale. Donc ce sont deux grandeurs très différentes, et on va se concentrer, nous, sur la stabilité des réseaux en matière de fréquence. Donc la stabilité en fréquence, je répète, hein, mais il faut bien avoir ça en tête, encore une fois, sur un réseau interconnecté, hein, la fréquence est la même en tous les points du réseau.
Sur le réseau européen, la valeur de consigne de la fréquence, c'est 50 Hz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fréquence, il faut qu'elle soit très proche de 50 Hz. Si elle n'est pas très proche de 50 Hz, alors il y a un certain nombre de systèmes, il y a des systèmes de protection automatisés qui se déclenchent pour couper, pour séparer, isoler les équipements, les différents équipements qui composent le réseau, de façon à éviter d'endommager les équipements. Donc voilà, si on laissait faire, non seulement on aboutirait in fine à la panne généralisée, et en plus on détériorerait on endommagerait de manière éventuellement irréversible les équipements. Donc la façon dont les choses sont organisées, c'est que ces équipements en fait s'isolent eux-mêmes à travers des systèmes de protection qui se déclenchent, de manière à éviter des endommagements trop importants des équipements. Mais le résultat, si vous voulez, il y a un effet domino en fait, dans ces systèmes qui fait que oui, on endommage pas trop les équipements, mais l'effet domino qui conduit un nombre croissant d'équipements à s'isoler, à siloter, peut conduire à la panne généralisée, au blackout. Dernier élément pour comprendre cette histoire de flexibilité et de stabilité, qu'est-ce qui se passe quand la production est instantanément légèrement inférieure à la consommation? Alors la fréquence baisse. Et si la production est tendanciellement supérieure à la consommation, alors la fréquence augmente. Encore une fois, les déséquilibres, ils ne peuvent pas s'éterniser et ils ne peuvent pas être trop importants parce qu'avant qu'on arrive à des déséquilibres importants, le réseau se sera effondré. On va vous présenter, pardon, j'allais passer cette étape importante. Dans le monde des gestionnaires de réseau, on distingue 3 types de réglages, primaire, secondaire, tertiaire, et 3 types de réserves, qui sont la ressource qui permettent de procéder au réglage primaire, secondaire et tertiaire. La première réserve, c'est la réserve primaire. Donc, c'est la première réserve à être appelée quand on constate un déséquilibre, plutôt que la fréquence du réseau s'éloigne de la valeur de consigne. Et cette réserve, elle est activée pour arrêter la dérive. Et elle consiste à augmenter la production ou à la baisser, de la même manière à augmenter la consommation ou à la baisser, de façon à retrouver un équilibre. Elle a 2 caractéristiques. La première, c'est qu'elle est appelée très rapidement. On la mobilise en moins de 30 secondes, entre 15 et 30 secondes, et elle est activée de manière automatique. La deuxième réserve, c'est la réserve secondaire, avec laquelle on fait du réglage secondaire. Elle est activée pour résoudre la dérive de la fréquence. Elle prend la succession en fait, de la réserve primaire. Et elle aussi s'active assez rapidement. Le temps d'activation, c'est entre 30 secondes et 15 minutes. Et elle est, comme la réserve primaire, activée automatiquement. Et la troisième étage, si vous voulez, du dispositif, c'est le réglage tertiaire, donc la réserve tertiaire, qui est utilisée pour compléter la réserve secondaire si celle-ci est épuisée. Elle permet également, si c'est nécessaire, de prendre la place en fait des réserves primaires et secondaires, ou encore d'anticiper un déséquilibre. Et alors son temps d'activation est plus élevé. Elle peut être mobilisée en moins de 30 secondes, donc en pratique moins de 30 minutes, pardon. Donc en pratique entre 15 minutes et 30 minutes. Et le mécanisme, si vous voulez, qui gère cette réserve primaire, c'est le mécanisme d'ajustement. Alors, on va présenter, alors brièvement, on pourrait passer des heures, et typiquement, si vous voulez, on fera peut-être venir l'année prochaine quelqu'un qui connaît, qui est rentré un peu plus dans le détail, qui connaît les incidents, les pannes dont on va parler. Mais avant de parler des pannes, je voudrais citer quelques chiffres. La valeur de la flexibilité pour le système électrique, qu'est-ce qu'on met derrière le mot valeur? Alors, qu'on appelle le coût de défaillance, ou ce que les juristes appellent le coût de l'énergie non distribuée. C'est quelque chose qui est codifié en France, donc le Code de l'énergie stipule que le coût
hein, la perte, si vous voulez, pour la collectivité d'un mégawattheure non distribué, c'est 33 000 €. Vous voyez qu'entre le coût marginal d'une centrale de pointe, hein, qui se situe entre 100 et 150 €, entre 150 et 200 €, et le coût de la défaillance, il y a un écart qui est considérable. 33 000 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur la base de ce que l'on consomme en France en une heure, 1 heure sans électricité, à l'échelle du pays, c'est 1,6 milliard de perdus. 24 heures, ce serait, alors on n'a jamais vu de panne de 24 heures, hein, en tout cas en Europe, mais 24 heures, ce serait 40 milliards. Et vous voyez, si on se rappelle que le produit intérieur brut de la France, c'est 2700-2800 milliards d'euros, hein, en 70 jours de panne, ce qui serait une catastrophe, bien évidemment, terrible, on épuiserait le PIB. Donc, les chiffres sont impressionnants et montrent que l'enjeu est considérable. Donc, les trois pannes qu'on va évoquer brièvement, hein, qui sont une autre manière, hein, de donner de la valeur à la flexibilité. Hein. Bon, les pannes, alors, elles se sont produites parce qu'on manquait de flexibilité. La première, c'est une panne qui est déjà ancienne. Hein. C'est produite en France en décembre 1978, donc il y a un peu moins de, enfin, pratiquement 47 ans jour pour jour. C'est une panne qui a débuté dans la matinée, à 8h26 pour être précis, à la suite du déclenchement d'une ligne 400 000 volts dans l'est de la France. Il y a eu un effet domino, hein, je vais employer l'expression pour les trois pannes, parce que c'est effectivement bien ce qui se passe. Hein, donc, une ligne déclenche, en fait, voilà, donc ça surcharge les lignes avoisinantes et de proche en proche, hein, parce que les systèmes de production entrent en action. On perd le réseau et les centrales. C'était une panne d'envergure nationale. Alors, j'ai plus en tête, je ne sais plus très bien combien de temps elle a duré. Je dirais qu'elle a duré, mais je le vérifierai, 2 heures peut-être. Elle n'a pas duré toute la journée, mais elle a duré 2 heures au moins. Elle s'est donc traduite par une interruption totale de l'alimentation des clients, à l'exception des zones frontalières, hein, donc du nord, de l'est et du sud-est de la France, parce qu'on n'était pas loin des réseaux adjacents, et donc les gens, les consommateurs situés dans ces zones ont pu profiter, hein, de l'interconnexion. Alors, j'avais le sentiment que l'interconnexion avec la Belgique avait été coupée, mais il faudrait là aussi que je le vérifie. Si on veut des chiffres, hein, pendant cette panne, on a perdu 100 gigawattheures. Alors, on est en 1978, hein, la consommation d'électricité n'a rien à voir avec la consommation d'aujourd'hui, mais on a perdu 100 gigawattheures, ce qui représentait 13% de la consommation normale de la journée. Donc voilà, la panne a dû durer 13%, elle a dû durer, je pense, oui, 3 heures. 3 heures. Et la profondeur de la défaillance était importante, puisque sur un appel de puissance moyen de 38,5 gigawatts, 29 gigawatts ont manqué à l'appel. Alors, la deuxième panne, elle est plus récente. Alors, il y a eu une panne, hein, en Suisse et en Italie en 2003, ça, je me rappelle, parce que j'étais un peu partie prenante. Alors, je m'occupais pas de ça, mais j'étais pas loin de l'événement. 4 novembre 2006, une panne en Europe de l'Ouest, hein, donc qui a touché au total, privé d'électricité pendant près de 2 heures, 15 millions d'habitants en Europe de l'Ouest, qui est liée, qui résulte d'une erreur, enfin d'une erreur d'appréciation d'un gestionnaire de réseau allemand qui a mis hors tension une ligne à 380 000 volts pour permettre qui enjambait une rivière en Allemagne, pour permettre à un bateau de passer sous la ligne sans provoquer d'arc électrique. Et voilà, de proche en proche, là aussi, on a surchargé, donc la mise hors tension de cette ligne a surchargé les lignes avoisinantes, hein, via le report de charge, et ça a conduit en fait, hein, à la séparation en 3 zones du réseau électrique interconnecté de la plaque continentale. Alors, je ne me rappelle plus si la France a été touchée, mais peut-être, hein, peut-être que des régions frontalières dans le nord de la France ont été atteintes. En tout cas, 15 millions d'euros, c'était un incident important qui a fait évoluer d'ailleurs, hein, la façon dont on appréhende la gestion des réseaux. Et puis la dernière panne, je pense que tout le monde l'a en mémoire, hein, elle a
plus de 6 mois. Donc, c'est la panne du 28 avril 2025, donc en Espagne et au Portugal. C'est une panne qui a plongé dans le noir la quasi-totalité. Alors, dans le noir, c'était dans la journée, mais enfin, voilà, le courant, l'alimentation électrique s'est interrompue en Espagne et au Portugal, quasi-totalité du pays. L'interconnexion avec la France a déclenché, ce qui fait qu'il y a eu très, très peu de coupures à déplorer en France. Alors, l'origine de la... Il y a eu des débats très importants, et il y a même eu des polémiques, en fait, sur l'origine de la panne. Certains ont mis en avant comment dirais-je, la capacité trop importante, enfin le poids plutôt des énergies renouvelables en Espagne. Ce que moi je comprends, mais l'enquête n'est pas encore complètement terminée, c'est que c'est justement le manque de flexibilité, en fait, dans le système électrique espagnol qui a conduit à la panne. Et plus précisément, il semble que certaines centrales conventionnelles n'aient pas fourni le niveau de réserve qu'on attendait d'elles. Donc, oui, l'accident est complexe et il a, je pense, marqué les esprits et il contribuera, j'espère, à améliorer à l'avenir le fonctionnement des systèmes. Donc, voilà. Alors après, il y a beaucoup d'incidents en fait qui ne deviennent pas des accidents parce que les gestionnaires de réseau font leur job. Il y a beaucoup de problèmes qui sont déjoués, et il y a des pannes qui sont beaucoup plus locales, des coupures d'électricité qui sont beaucoup plus locales. Mais ces 3 pannes-là sont emblématiques et on les a donc en tête. Alors, je dirais l'organisation des services systèmes, c'est les 3 réserves que j'ai décrites, tout ça existe depuis, je ne dirais pas depuis la nuit des temps, mais depuis longtemps. En 1978, il y avait bien évidemment déjà des systèmes en œuvre. Ces systèmes ont été sophistiqués, mais ils ne datent pas d'hier. En revanche, il y a un élément qui est important et qu'on comprend bien, c'est que le besoin de flexibilité augmente. Alors, parce que la consommation d'électricité augmente. Alors, pas beaucoup actuellement, mais elle augmente en tout cas par rapport à ce qu'elle était il y a 30 ou 40 ans. Et 2, parce que voilà, le développement des énergies renouvelables intermittentes crée de la valeur pour le système électrique, notamment parce qu'il permet de décarboner dans des pays où on recourait largement aux énergies fossiles. En même temps, on voit bien que voilà, il enlève un peu de sa résilience au système, ou en tout cas, il implique de repenser cette résilience. Et c'est essentiellement lui, le développement des ENR intermittentes, qui accroît le besoin de flexibilité en Europe. Alors, la flexibilité, on peut pas, on est obligé de regarder de tronçonner, pardon, les choses, séparer les choses en 3. Il y a une flexibilité de la journée. D'accord, c'est voilà, le jour et la nuit. On voit bien qu'il faut moduler parce que la consommation n'est pas les mêmes. Donc la consommation, elle évolue au fil des heures d'une journée. Et la production, notamment photovoltaïque, clairement produit normalement à son maximum quand le soleil est au zénith et puis décroît pour s'annuler pendant la nuit. Et donc, il y a nécessité effectivement éventuellement de déplacer de la production ou de la consommation pour que les choses matchent. Et on va utiliser pour ce faire, on utilisait traditionnellement des centrales de pointe. On a utilisé des moyens de stockage où on peut utiliser, et c'est ce qui se développe, et c'est ce dont on parlera lors de la prochaine séance, des programmes de modulation de charge, notamment dans les secteurs résidentiels et tertiaires. Industriels également, mais l'industrie peut aussi faire d'autres choses. C'est pour ça qu'on ne l'a pas cité ici. Au niveau de la semaine, on a également, je veux dire, besoin de flexibilité. Pourquoi? Parce que là aussi, la production et la consommation ne sont pas uniformes tout au long de la semaine, parce que l'activité n'est pas la même, en fait, notamment en semaine et le week-end. Et donc, pour moduler la consommation et ou la production, on a des moyens comme l'hydraulique gravitaire ou comme les programmes de modulation de charge dans l'industrie. C'est pour ça que l'industrie peut faire de la modulation au sein de la journée, mais peut également faire des choses au niveau de la semaine.
Enfin, on a un sujet qui est différent, mais de même nature, mais avec une constante de temps qui n'a rien à voir, c'est effectivement la modulation intersaisonnière, puisque alors, on consommait traditionnellement plus d'électricité en hiver qu'en été. Les choses pourraient changer avec le développement de la clim, mais en tout cas, on aura toujours des saisons chargées, donc l'hiver aujourd'hui et peut-être l'été demain, et des intersaisons, printemps et automne, où la consommation finalement est moindre parce qu'il fait à la fois moins chaud et moins froid. Et là, les équipements qui permettent d'avoir la flexibilité requise sont des choses qui sont plus lourdes. C'est l'hydraulique gravitaire, c'est le pompage saisonnier, ou c'est les moyens de production de semi-basse. Typiquement des centrales à cycle combiné au gaz, qui peuvent tourner économiquement, qui sont 3000 heures par an, alors que les moyens plus lourds, comme le nucléaire par exemple, ont besoin de tourner à longueur d'année. Même s'il y a aujourd'hui une discussion sur la modulation du nucléaire, mais je ne suis pas sûr qu'on envisage d'allumer et d'éteindre des centrales nucléaires et de ne les faire tourner qu'une partie de l'année. On y viendra peut-être, mais ce n'est pas forcément un optimum d'un point de vue économique. Alors, la flexibilité côté production, j'y reviens. Donc, traditionnellement, alors, j'ai pas mis, on aurait pu le mettre, le nucléaire module. Il y a un débat alors, qui est un peu polémique, donc c'est pour ça qu'on l'a pas mis, mais on pensait, dans un cadre plus spontanément européen, disons quoi, les centrales à gaz sont modules facilement, parce qu'elles peuvent faire du suivi de charge, parce que finalement, on peut les éteindre et les allumer rapidement, et on peut les faire fonctionner, même si ce n'est pas optimal, à charge réduite. Quand on est à charge réduite, on perd en rendement, mais le coût est supportable, parce que la valeur créée est importante. On a l'hydraulique gravitaire, donc l'eau des barrages, ou des réservoirs dans les installations de pompage. Donc, très intéressant, très souple en fait d'utilisation parce qu'on répond à la sollicitation très rapidement. En revanche, il s'agit d'une ressource rare puisque le stock par définition n'est pas infini, que quand on l'a épuisé, on ne le reconstitue pas. Alors, sauf dans le cas effectivement des ouvrages de pompage, puisqu'on peut repomper l'eau pour la remettre dans le réservoir. Et puis, mais il y a d'autres moyens côté production, c'est-à-dire que les ENR elles-mêmes, peuvent moduler, d'accord. Elles peuvent s'arrêter en cas de surcharge, et par ailleurs, on peut coupler à ces installations solaires ou photovoltaïques des batteries qui font que finalement le défaut des ENR qui est lié donc à l'intermittence de la production est atténué par l'adjonction de moyens de stockage. Et puis côté demande, donc alors il y a beaucoup de choses qui existent. Simplement, je pense qu'on est à un moment où il faut qu'on passe peut-être à l'ère industrielle. Il y a énormément d'initiatives, il y a des choses qui fonctionnent déjà, donc on ne part pas de rien. Mais je crois qu'il faudrait qu'on accélère, notamment côté demande. Donc, on a de la flexibilité dans l'industrie, d'accord, parce qu'on a de l'inertie thermique, on a de la flexibilité dans l'industrie parce qu'on peut avoir des capacités d'effacement ou de report, c'est-à-dire que dans certaines industries, on peut, sans que ce soit dommageable pour le process ou pour la rentabilité de l'exploitation, déplacer de la charge d'une heure à l'autre. Et puis, il y a des industries qui peuvent utiliser différentes sources d'énergie en parallèle et qui donc peuvent effectivement arbitrer en fonction de signaux de prix. Donc l'industrie, encore une fois, ça dépend des process, ça dépend des situations, ça dépend des contextes, mais je pense qu'il y a des gisements importants de flexibilité. Deuxième élément, c'est le tertiaire, où on a des groupes froids, des pompes à chaleur, de la capacité de modulation. Dans le monde de la grande distribution, il y a des choses assez astucieuses qui sont faites et depuis un certain temps. Je pense qu'il y a un potentiel qui n'est pas encore entièrement développé, mais le tertiaire est un gisement important. Et puis dans le résidentiel, alors il y avait, pour les plus vieux d'entre nous, le JP, l'effacement au jour de pointe, qui était un système très, très astucieux, alors qui est parti
au moment de l'ouverture des marchés, mais qui a été remplacé par d'autres systèmes qui fonctionnent assez bien. Donc les thermostats connectés, les pompes à chaleur, les véhicules électriques sont des gisements en fait de flexibilité qui ne demandent qu'à être développés. Voilà, le stockage, enfin, alors c'est sa raison d'être, hein, d'apporter de la flexibilité au système. Donc le stockage est un vecteur privilégié de la flexibilité. J'ai lu un post très intéressant dans LinkedIn qui montrait que la France était plutôt en retard en fait dans le développement du stockage quand on comparait aux puissances installées dans les différents pays. Alors, ça peut être lié à la nature même du système électrique français, en même temps, voilà, qui est peut-être moins contraint en fait à cet égard, ou qui dispose déjà de pas mal de flex, notamment avec l'hydraulique. Mais voilà, le stockage entre guillemets du futur, alors, qui est un futur qui est déjà assez présent, hein, à court terme, c'est les batteries et les volants d'inertie. À moyen terme, c'est des choses un petit peu plus, non pas compliquées, mais encore un peu plus confidentielles, hein, les batteries à flux redox, les systèmes de stockage thermique. Et puis, alors, à long terme, on retombe dans des systèmes qui sont déjà anciens. Hein. C'est l'hydraulique gravitaire, pardon, c'est les pompages saisonniers. On a là un problème. C'est des technologies qu'on maîtrise, même si les projets sont complexes et coûteux. Hein. Mais ils peuvent être rentables, hein, tout en étant coûteux. Simplement, on peut avoir un problème de site. Quand on survole un certain nombre de pays d'Europe en avion, on voit bien que un sentiment, il faudrait creuser, que beaucoup, en tout cas que les meilleurs sites ont été équipés. Voilà, on s'approche de la fin de la séance. Je vais voir s'il y a des questions. Alors, il y a une question sur les mécanismes, hein, de soutien, ou en tout cas les mécanismes qui permettent de valoriser de la flexibilité. Alors, c'est un sujet sur lequel je ne vais pas y répondre, mais je vous invite à participer à la prochaine séance, hein, qui sera justement consacrée à l'exposé, hein, des différents mécanismes qui existent. Donc, il y a des systèmes d'appel d'offres, hein, organisés notamment par RTE, hein, flexibilité décarbonée, mais il y a d'autres mécanismes. On peut valoriser de la flexibilité sur le marché de l'énergie, hein, sur le marché spot, sur le marché intraday, sur d'autres compartiments. Donc voilà, c'est une question qu'on abordera la prochaine fois. Alors, oui, je n'ai pas donné, enfin, on n'a qu'à moitié traité, et on le savait, la valeur de la flexibilité. Je pense que certains participants s'attendaient, et ils ont raison, hein, qu'on donne une valeur à la flexibilité en euros par mégawattheure, ou en euros par mégawatt, parce qu'à un moment, c'est bien ça qu'on gagne. Et ça fait partie aussi de la deuxième séance, ou de la troisième, en fonction de... Parce qu'il faut aller vite, oui, 30 minutes, ça passe vite. Mais effectivement, à la fin, on communiquera la vision que nous, on a. Alors, c'est une vision à l'instant T, hein, de la valeur que ces services procurent. Je pense que il faut être prudent au sens où la valeur, elle est circonstancielle. D'accord ? Et donc, les chiffres qu'on donnera sont des chiffres qui sont valables dans le cadre actuel. Ça peut pas mal changer, notamment si les ANR continuent à se développer et si on perd de la production conventionnelle, parce que ce sont des instruments de flexibilité utiles qui effectivement manqueront à l'appel. On me demande si la France est en retard sur ces sujets, ou oui et non. Enfin, c'est toujours compliqué. Le système électrique français, il a une caractéristique, il a un ensemble de caractéristiques qui font qu'il est assez différent des autres. Et il n'est pas exclu que, en tout cas à l'instant T, les besoins de flexibilité en France soient moins forts que ceux d'autres pays. Donc, vous voyez, ça peut expliquer pourquoi il y a moins d'initiatives ici qu'ailleurs. Alors, avez-vous connaissance d'industriels qui auraient permis à des acteurs du stockage de s'installer sur un site? Oui, je n'ai pas lu toute la question parce qu'elle est longue, mais je la résume. Oui, il y a des industriels qui, effectivement, parce qu'ils ont du foncier,
des terrains permettent à des opérateurs spécialisés d'installer du stockage sur leur site. Et ensuite, voilà, ensuite, il y a un partage de la valeur pardon, qui est plus ou moins sophistiqué. Mais oui, c'est quelque chose qui se fait. Je vois une dernière question, mais c'est l'arrêt de jeu. Pouvez-vous nous parler des avenants au contrat cadre que propose Enedis avec détermination de seuil personnalisé cadrant un niveau de défaillance que s'autorise Enedis? Écoutez, je vais répondre, Didier, je vais répondre à cette question, mais dans un mail, parce que le temps, malheureusement, me manque. Merci beaucoup et à bientôt pour la suite en janvier.